J'ai l'impression qu'à ce moment du colloque, peu d'entre nous restent non convaincus de la nécessité d'un encadrement éthique et légal de ces nouvelles technologies et de leurs applications. Et à cet égard, je suis ravi de recevoir le professeur Jean-François Guérin, qui est membre président du conseil d'orientation de l'Agence de biomédecine à Lyon. Le professeur Guérin a, pendant de très nombreuses années, mélangé l'enseignement et la pratique hospitalière au sein du service de médecine de la reproduction des hospices civils à Lyon. C'est donc un spécialiste de l'embryologie, de la biologie du développement. Et depuis plusieurs années, Jean-François Guérin est également très investi, très actif à plusieurs niveaux dans la réflexion éthique qui accompagne ces nouvelles technologies et ces nouveaux types d'objets biologiques. Je le remercie beaucoup d'avoir accepté de venir partager ces réflexions avec nous aujourd'hui. Bonjour à toutes et tous et merci beaucoup, professeur Duboul, pour votre aimable invitation dans ce bâtiment prestigieux. Donc, je précise que cette présentation qui suit, c'est le reflet des propositions d'un groupe de réflexion interne à l'Agence de biomédecine qui ont été validées en séance plénière en septembre 2023 et publiées sur le site en octobre 2023. Vous avez la composition en dessous du groupe de travail et dans les conseillers scientifiques, vous voyez que Nicolas Rivron, qui vient de présenter, était présent parmi nous. Alors, d'abord, quel est le contexte? Pourquoi est-ce que le conseil d'orientation de l'Agence de biomédecine s'est penché sur cette problématique? C'est que depuis la loi de bioéthique, la dernière loi, donc celle du 2 août 2021, les protocoles de recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines, ce qu'on appelle les CSEH, ou les cellules pluripotentes induites, les IPS, qui poursuivent certaines finalités, donc ce n'est pas dans tous les cas, sont soumis à déclaration auprès de l'Agence de la biomédecine qui doit solliciter son conseil d'orientation pour avis. Et il y a 3 finalités concernées: la gamétogenèse in vitro, l'obtention d'embryoïdes, donc j'ai mis en rouge parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, et la création d'embryons chimériques en vue de leur transfert chez la femelle de mammifères. D'abord, une petite question sémantique. Alors, bien sûr, je vais reprendre certaines choses arrivant un peu en fin de journée et qui ont déjà été soulevées, bien entendu. Mais pour désigner ces structures, on s'aperçoit que les choses ne sont pas simples. On a parlé d'embryons artificiels, voire synthétiques. Alors, il y a un consensus, en particulier de la Société internationale sur les cellules souches, pour ne pas utiliser cette terminologie, parce que cette notion de synthétique ou artificiel, justement, semblerait indiquer que ces modèles sont très loin de l'embryon lui-même, alors que, justement, ils cherchent à s'en rapprocher. Donc, on a parlé aussi de pseudo-embryons. La terminologie, je l'ai mis en jaune, c'est celle que j'utiliserai dans l'exposé, c'est quand même ce qui est le plus classique, c'est les modèles embryonnaires qu'on peut un peu raccourcir avec le terme d'embryoïde. Et puis l'INSERM, dans une note en 2019, je crois, a proposé cette terminologie de modèle embryonnaire à usage scientifique. Du côté européen, aux Pays-Bas, on parle d'embryo-like structures, l'Embryo Act aux Pays-Bas sur lequel je reviendrai. Alors, dès 2018, des chercheurs, donc, le premier auteur était Nicolas Rivron dans Nature, une revue prestigieuse, ont soulevé des questions relatives à ces modèles d'embryons. Alors, voilà les principales questions. La liste n'est pas exhaustive, mais ce sont les principaux. Les modèles d'embryons doivent-ils être considérés éthiquement et juridiquement comme des embryons humains, aujourd'hui ou à l'avenir, et selon quels critères? Deuxième grande question, quelles sont les applications de la recherche impliquant des modèles d'embryons humains qui sont a priori inacceptables d'un point de vue éthique? Faut-il fixer un stade de développement limite au modèle d'embryon humain? Et c'est une des questions auxquelles le conseil d'orientation s'est attelé. Les formulaires d'information au couple,
désirant donner leurs embryons à la recherche doivent-ils être révisés pour tenir compte de ces nouveaux axes de recherche? Alors ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que les couples, les cellules souches embryonnaires dérivent d'embryons, évidemment. Ces embryons ont été donnés à la recherche par généralement des couples. Donc, dans l'avenir, ça pourrait être aussi des femmes seules, selon la législation française, mais jusqu'à présent, il s'agissait essentiellement de couples. Et souvent, ces lignées de cellules souches ont été constituées il y a très longtemps. Par exemple, on a eu à évaluer des protocoles utilisant des cellules de la lignée qui s'appelle W9, peu importe, mais cette lignée a été constituée dans les années 90, il y a une trentaine d'années de cela, à l'époque où évidemment personne ne pouvait envisager tous les progrès qui ont été bien décrits depuis la matinée, depuis les expositions, depuis les exposés faits ce matin et cet après-midi. Donc c'est la question, alors il n'est peut-être pas question de revenir, on ne va pas retrouver les couples qui ont donné leurs embryons, qui ont été à l'origine de lignées qui datent de 30 ans, bien évidemment. Mais c'est une question qu'on peut se poser, qu'on doit se poser, et on se l'est posée. Est-ce que les couples ou les femmes seules qui donnent leurs embryons à partir d'aujourd'hui, à partir de 2024, on va dire, est-ce qu'il faut les avertir que ces embryons peuvent être susceptibles d'être dérivés en cellules souches qui, elles-mêmes, seront à l'origine de modèles embryonnaires, qui quand même miment la constitution d'embryons humains. Donc ça, ce sont des vraies questions. La même question peut être formulée pour les personnes qui donnent des cellules somatiques, généralement des fibroblastes, des cellules de la peau, avec l'objectif de constituer des cellules iPS qui peuvent elles-mêmes générer des embryoïdes. Toutes ces questions qui émergent, avec toute la question de la rétroactivité qui semble difficile, et on pourrait dire, oui, mais éthiquement parlant, c'est pas normal que les gens qui ont donné leurs embryons avant une date n'aient pas été informés comme ceux qu'ils seront maintenant. C'est des questions importantes. Alors, je vais passer très vite sur cette diapo parce que ça va être l'objet de la communication suivante, donc je ne veux surtout pas rentrer trop dans son domaine. On peut dire simplement, rapidement, que jusqu'à une époque récente, il n'y avait pas de législation sur des questions relatives au modèle embryonnaire, tout simplement parce que ces modèles, ils sont extrêmement récents, comme on vous l'a montré, ils datent de quelques années seulement. Et puis, il faut toujours faire le parallèle entre modèle embryonnaire, c'est ce que je ferai dans l'exposé, et embryon, humain, bien sûr. La question, c'est, est-ce qu'il faut limiter la culture des embryons à 14 jours? Et actuellement, en France, la loi de 2021 l'interdit, oblige plutôt à cette limitation. Il y a un consensus international, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été décrit, quand même globalement, même si progressivement un certain nombre d'équipes de par le monde, il y en a des équipes aux États-Unis, des équipes ailleurs, qui peuvent aller, qui se sont autorisées à aller au-delà de cette limite. Mais j'y reviendrai. Et il faut bien préciser donc qu'elle ne concerne pas les embryoïdes. Et alors effectivement, nous avons rendu un avis le 11 octobre 2023, c'est le moment où il a été publié. Et 3 semaines plus tard, le Conseil de la santé néerlandais, dans le cadre de la révision de la loi sur l'embryon, c'est le fameux Embryo Act, a fait 2 propositions et qui sont pas du tout... nous ne sommes pas allés dans le même sens. Ils ne vont pas dans le même sens que les propositions du Conseil d'orientation. La première, ça a été d'ailleurs décrit et ça a été explicité tout à l'heure, c'est repousser la limite de culture des embryons conventionnels à 28 jours au lieu de 14. Là, c'était un petit peu, quelque part, une révolution au niveau législatif. Et puis, deuxième proposition importante, c'est considérer ces modèles embryonnaires, qu'ils ont donc appelés embryo-like structures, comme moralement équivalents aux embryons conventionnels, avec un encadrement juridique identique. Alors, sur quelle considération éthique s'est basé le Conseil d'orientation pour rendre son avis? La première considération, c'est l'affirmation de l'intérêt scientifique des recherches dans ce domaine. Et là, je pense que on a déjà beaucoup parlé dans plusieurs communications. Effectivement, l'intérêt indiscutable
de ce domaine de recherche, c'est une meilleure connaissance du développement de l'embryon humain qui correspond à cette fameuse boîte noire qui s'étend du début de la 3e semaine à la fin du 1er mois. Il y a 2 semaines où on ne dispose pas de produits d'arrêt précoce du développement, ou très très peu, et où on ne peut plus cultiver l'embryon in vitro. D'ailleurs, intéressant de remarquer que cette boîte noire, elle, qui donc correspond à 2 semaines à peu près, il y a 10 ans de cela, 10-12 ans, c'était 3 semaines, parce qu'on ne savait pas cultiver l'embryon au-delà du 7e jour, moment où il perd sa zone pellucide, où il est clos, et où là, il va s'implanter sur le support sur lequel il est. Il va s'implanter sur la boîte de culture, il va s'implanter sur éventuellement un tapis cellulaire, etc. Et là, on ne savait plus le cultiver au-delà. Et pourtant, cette période, 3e, 4e semaine, c'est des événements d'importance cruciale. La gastrulation, dont on a beaucoup parlé, qui va précéder de quelques jours dans l'espèce humaine la neurulation, le début du développement du système nerveux au 18e jour. J'ai oublié de préciser aussi qu'à ce 18e jour, ce 18e jour correspond également à l'apparition des cellules germinales primordiales, donc les premières cellules de la lignée germinale de l'embryon dans la région de l'allantoïde, mais qui dérivent de l'ectoblaste, ou de l'épiblaste, comme on veut. Et puis, c'est la 4e semaine voit le début de l'organogenèse. Le cœur, qui est d'abord unique, se forme au cours de la 4e semaine, avec les premiers battements cardiaques qui commencent à être efficaces à partir du 24e jour, donc milieu de la 4e semaine. Donc c'est une période extrêmement importante. Si on revient un peu sur le plan éthique, c'est qu'on peut dire que ces embryoïdes ou modèles embryonnaires représentent une alternative intéressante aux expérimentations sur des embryons. L'expérimentation sur l'embryon humain est possible en France depuis ça n'a pas toujours été le cas, est possible depuis une dizaine d'années, je dirais, mais bien sûr, les expérimentations sur l'embryon impliquent la destruction de cet embryon, ce qui soulève des questions éthiques et des protestations de la part d'associations, etc. Qui, je le dis quand même si pas pour engager une polémique, mais actuellement il y a beaucoup de protocoles de recherche sur l'embryon, en France je parle, qui sont bloqués parce que une association a porté plainte contre ces procédures et tout est bloqué. Et ça, c'est vrai que l'utilisation de modèles embryonnaires, au moins, permet de court-circuiter, passer cet obstacle. Alors, je ne veux pas trop développer cette diapo, mais parce que ça fait l'objet d'un cours du professeur Duboul au Collège de France il n'y a pas longtemps du tout. Je l'ai retrouvé, donc, cette publication de Janet Rossan, donc 2024, in Developmental Biology. Elle a listé 13 arguments pour justifier l'intérêt des recherches sur les modèles embryonnaires. Donc je ne vais pas le développer, je citerai très rapidement quelques-uns de ces arguments. Le premier, c'était une raison ontologique, au fond, qui pourrait tenter de répondre à la question, parce que c'est une question évidemment qui ne peut pas se résoudre en quelques lignes, qu'est-ce qu'un être humain ? L'intérêt de ces modèles, c'est justement de modéliser la dynamique du développement de l'embryon humain. Et c'est un système alternatif à l'expérimentation animale. Et ça, c'est important, parce que de plus en plus, et on peut considérer que c'est une bonne chose, des réserves sont émises, des limitations, pour travailler sur l'animal. Et on peut considérer que c'est un progrès. Et puis il y a de nombreuses applications biomédicales, on en a déjà parlé, une meilleure compréhension des anomalies du développement et des avortements précoces. Il y a beaucoup d'anomalies, on peut dire, du développement et d'interruption précoce de la grossesse, qui sont liées aux aneuploïdies, aux défauts d'implantation, etc. Il y a plusieurs causes. Meilleure efficience également des techniques d'assistance médicale à la procréation qui, contrairement peut-être à ce qui pourrait être dans l'esprit des gens, n'ont pas un rendement extraordinaire. Les fécondations in vitro,
stagne du point de vue des résultats. Là, on est à 20% d'enfants nés, parce que c'est ça qui compte pour les couples. C'est pas le début de grossesse, c'est ce que les Américains appellent le take-home red baby, l'enfant ramené à la maison. Et on est à 20% à peu près. Et on ne bouge pas depuis 10 ans. Il y a quand même une amélioration, pour être juste et précis, avec les techniques de congélation embryonnaire, des techniques qui ont évolué. Maintenant, on les congèle de manière ultra rapide. C'est la technique de vitrification qui permet, pour un cycle donné, d'augmenter les chances. On est au-delà de 20%, c'est vrai. Mais en transfert d'embryons frais, directs, si j'ose dire, c'est 20%, ce qui est quand même pas spectaculaire. Donc, meilleure efficience des techniques d'AMP, mise au point de thérapie cellulaire, genèse de mutation dans les cellules souches, là aussi ça a été évoqué, pour comprendre les phases précoces des maladies génétiques. Et mise au point d'essais pharmacologiques et toxicologiques, qui bien sûr, tout ce qui est marqué en bleu ici, c'est pas possible en travaillant en faisant de la recherche sur l'embryon humain, c'est évident. Alors, le statut des modèles embryonnaires ou embryoïdes peut être considéré de différentes manières. On peut adopter une position restrictive. Les recherches sur ces modèles doivent d'ores et déjà être encadrées de la même manière que les recherches sur l'embryon. Par exemple, donc, en France, actuellement, la recherche sur l'embryon, elle est limitée à 14 jours. À l'inverse, à l'opposé, une position permissive. Les embryoïdes, modèles embryonnaires, ne sont pas des embryons. Aussi, les règles doivent être les mêmes que celles encadrant toute recherche sur lignée cellulaire. Et puis une position intermédiaire, c'est celle qu'on a adoptée au Conseil d'orientation, c'est que les embryoïdes ne sont pas des embryons, certes, mais ils modélisent le développement embryonnaire précoce et permettent des avancées scientifiques et médicales. Ils méritent donc un encadrement spécifique qui doit être plus souple que celui concernant la recherche sur l'embryon, mais plus strict que celui concernant la recherche sur les lignées de cellules classiques. Là aussi, ça pourrait peut-être être discuté dans la communication suivante. Mais même pour ce qui concerne la position restrictive, ces trois considérations sont en relation avec une affirmation commune. Les embryoïdes ne peuvent et ne doivent pas être considérés comme des embryons. Alors, sur quels critères s'est fondé le Conseil d'orientation de l'agence pour justement distinguer les embryoïdes des embryons proprement dits? Ça paraît simple, mais finalement, on s'est aperçu que ce n'était pas si évident que ça. Alors, nous avons mis l'accent sur l'origine de la genèse de ces modèles. En effet, ces modèles, on a vu, ils sont originaires de cellules souches ou de cellules iPS, mais dans tous les cas, ces modèles ne sont pas le fruit d'une conception naturelle qui aboutit à la formation d'un zygote à l'issue du processus de fécondation consistant à la fusion de gamètes parentaux. Depuis que la reproduction sexuée a progressivement émergé sur la Terre, on a la notion de deux gamètes parentaux qui fusionnent, de gamètes haploïdes qui fusionnent pour établir une diploïdie. Et là, c'est une perturbation de cet ordre dit naturel. Et puis, on a aussi mis en avant le deuxième critère, qui est celui de l'intentionnalité. L'embryon fait partie d'un projet parental initial, ce qui n'est évidemment pas le cas dans la situation des modèles embryonnaires, même si, parce que ça nous avait été aussi reproché, on nous a dit, mais ces embryons, ils font plus l'objet parental, ils sont donnés à la recherche. C'est vrai, mais ils ont fait partie, initialement. Ils ont été l'objet de ce projet parental. Les couples ou les femmes seules, maintenant, ne demandent pas la conservation de leurs embryons comme ça. Ils veulent, au départ, que ces embryons leur soient transférés, par exemple, s'il y a eu un échec d'implantation des embryons transférés dans l'immédiat, voire pour un deuxième enfant, bien entendu, ou un troisième. Alors, bien sûr, ces critères, ils sont critiquables.
comme tout critère. Ils sont critiquables. Certains d'ailleurs, collègues nous en ont formulé des critiques parfois vives. Néanmoins, ils ont un intérêt. Ils ont un intérêt, c'est qu'ils restent valables, même si dans un avenir proche, les embryоïdes acquièrent des propriétés semblables aux embryons naturels, ce qu'on appelle le modèle de Turing réussi. Alors, ce modèle de Turing, Nicolas Rivron on l'a évoqué. Turing, je pense que pour ceux qui connaîtraient pas, c'est un mathématicien génial, pour qualifier ce que j'en ai lu, peut-être maintenant le syndrome d'Asperger, mais qui, alors que les ordinateurs en étaient à leur balbutiement, avait déjà imaginé donc qu'à un moment donné, la machine pourrait arriver au niveau de l'homme, pour ce qui est du raisonnement, etc. Et il y a un certain nombre de critères qu'il avait mis en avant. Si on les transpose au modèle humain, au modèle des embryоïdes humains, pardon, on pourrait dire que ces critères seraient réussis à partir du moment où un embryologiste, un observateur, ne pourrait plus faire la différence entre un modèle et l'embryon lui-même, entre l'embryon et son modèle. C'est-à-dire que, à la fois sur le plan morphologique et sur le plan de l'évolutivité, et bien sûr, on pourrait imaginer qu'on arrive à des embryons qui puissent se développer à terme et donner une gestation normale. Donc ça, c'est, je pense, un intérêt parce que il est évident que, vu les progrès, il est hautement probable, je dirais, que vu les progrès spectaculaires de la recherche dans ce domaine, depuis quelques années, c'est tout récent, dans quelques temps, dans un avenir proche, quelques mois, quelques années, ces modèles embryonnaires qui, pour le moment, on l'a vu même chez la souris, se désorganisent quand même une fois implantés, n'arrivent pas à donner des nouveau-nés, mais que ces modèles évoluent tellement que, justement, ils ne puissent plus être considérés comme différents du point de vue de leur évolutivité des embryons normaux. Je parle chez la souris, puisque chez l'humain, c'est interdit. Mais ça pourrait être transposé à l'humain, bien entendu. Donc ça, c'est l'intérêt. Mais il y a des réserves. Il y a des réserves, il y a des situations particulières. Certains ont dit, oui, mais après tout, vous récupérez un embryon, certes issu du produit de la fécondation, mais on peut faire des manipulations génétiques sur ce zygote, cet embryon donc au stade des 2 pronucléi, avec un transfert de noyaux, de mitochondries et autres situations. Est-ce que ça sera pour vous toujours un embryon? Bon, c'est vrai que ça peut se discuter. Et puis, tout récemment, j'ai eu la chance d'aller à un séminaire sur la conception in vitro de gamètes, la maturation in vitro de gamètes à partir de cellules souches. Et est-ce qu'un embryon qui serait bien le produit de la fécondation de 2 gamètes, mais des gamètes obtenues de manière artificiellement à partir de cellules souches, est-ce que cet embryon mériterait encore le terme d'embryon, ou on devrait trouver encore un autre terme, peut-être pas modèle, mais etc. Tout ça, c'est la science dans ce domaine est en telle évolution rapide que on peut toujours trouver des contre-arguments à ces critères. Alors, puisque on doit faire un parallèle, il y a toujours l'existence d'un parallèle constant entre embryon et modèle embryonnaire. Et ce parallèle impose quand même une réflexion sur le statut de l'embryon humain. Donc je vais sortir un tout petit peu des modèles pour revenir un petit moment, pendant quelques dizaines de minutes, sur l'embryon humain. Le statut de l'embryon, c'est très compliqué. Je parle du statut éthique, moral, etc., juridique, éventuellement. Les positions sont très variables selon les cultures, les positions philosophiques et religieuses, et aussi même au sein par exemple, d'une certaine société, l'évolution des mentalités au cours du temps. Là aussi, on va retrouver des difficultés sémantiques. Et on voit bien que ces difficultés sémantiques, qui concernent aussi bien les modèles embryonnaires que les embryons, montrent toutes ces difficultés d'approche avec des conséquences qui sont loin d'être négligeables, des conséquences, par exemple, qui peuvent être sur l'angle juridique. Comment conçoit-on un embryon? Comment conçoit-on un modèle embryonnaire? Alors,
pour ce qui est des embryons, le Comité consultatif national d'éthique avait donné une définition dans les années 80, donc une définition qui est déjà un petit peu ancienne, personne humaine potentielle. Des scientifiques spécialistes des cellules souches, et c'est un article paru dans Cell, donc une revue prestigieuse, avec comme premier signataire Nicolas Rivron, A Group of Human Cells, donc un groupe de cellules humaines, supporté par des éléments qui maintiennent les fonctions extra-embryonnaires et utérines, et qui, combinés, ont la potentialité de former un fœtus. C'est déjà un petit peu plus compliqué. La réglementation néerlandaise, qui est toute récente, a également choisi une définition scientifique, qui est assez proche finalement. Une cellule ou un système de cellules connectées qui a la capacité de se développer en un être humain. C'est important, cette notion de développement en un être humain. Mais on a appris tout récemment que les autorités néerlandaises envisagent une définition qui est beaucoup plus complexe, qui tient sur pas loin d'une dizaine de lignes. Autant dire que ça va être difficile de s'y retrouver. Donc voilà, tout ça montre que on a des difficultés concernant ce statut de l'embryon. Alors pourquoi ? Tout simplement, enfin entre autres, mais c'est la raison certainement principale, c'est que le développement humain ou autre d'ailleurs, le développement de l'embryon et du fœtus, c'est un continuum qui va de la fécondation, qui va de la fécondation au stade du blastocyste. Alors, ce qui est en bleu, c'est à partir du moment où l'embryon est implanté dans la cavité, dans l'endomètre, dans la muqueuse utérine. Donc, j'ai mis avec des étoiles certains stades qui ont été proposés pour considérer que l'embryon devient une personne humaine. Mais on peut voir que c'est très très difficile. Et si on regarde Ah zut, excusez-moi, j'ai cherché la... Ah, c'est peut-être là. Voilà. Si on regarde ici le développement, à partir de 8 semaines, on passe de l'embryon au fœtus. Mais il est évident qu'entre le 59e jour et le 60e, il n'y a aucune différence, enfin notable, en tout cas, pas plus qu'avant ou après. Simplement, on a considéré que les grandes lignes de l'organogénèse sont terminées, pas complètement, mais les grandes lignes, et qu'à partir de ce moment-là, on parle de fœtus. Mais personne actuellement n'aurait, enfin je pense, ne défendrait l'idée que tant qu'on est en deçà de 60 jours, donc tant qu'on est au stade embryonnaire, on peut tout faire sur cet embryon et puis plus rien après. Non, si on regarde à quel moment peut-on considérer que se crée un être humain, j'ai mis que des points d'interrogation, parce que effectivement, personne n'a la réponse. Il n'y a pas de réponse de bonne ou de mauvaise réponse. On peut considérer que c'est dès la fécondation, dès la réunion des génomes paternels et maternels. Mais certains ont dit, mais après tout, le génome propre à l'embryon ne s'active qu'autour du 3e jour. Avant, l'embryon vit sur les réserves en termes de protéines, enfin d'ARN messager, de protéines, vit sur les réserves accumulées dans l'ovocyte. Le génome paternel ne s'est pas encore exprimé. Certains ont mis en avant aussi le fait que les jumeaux, tant qu'un embryon peut se diviser en deux, mais ça se discute aussi, eh bien, dans la mesure où il peut se diviser, c'est une personnalité qui en donnera deux, enfin une structure biologique plutôt qu'en donnera deux. Donc, voilà, tant que la division est possible, on peut expérimenter sur cet embryon. Ah oui, j'ai oublié l'implantation dans l'utérus, bien entendu, mais ça j'en ai déjà un petit peu parlé. Certains ont dit, attention, c'est quand le tube neural, le nœud rectoblaste, c'est-à-dire le précurseur au tube neural, commence à se constituer, au cours à partir de 18-19 jours, que on imagine déjà, et c'est presque l'anthropomorphisme, on imagine déjà la pensée, mais l'embryon de tout vertébré a une plaque neurale à un certain moment. Certains ont dit, voilà, le premier battement cardiaque, milieu de la 4e semaine, et puis pourquoi pas aller jusqu'à la naissance. Donc il n'y a pas de bonne réponse, comme on le dit. Alors je vais rapidement faire grâce à des diapos. Ah oui, alors aussi, on pourrait dire que, il est tentant pour le législateur ou la personne
j'aime pas le terme d'éthicien, mais qui est compétent en éthique ou qui speak d'éthique, d'interdire la culture d'embryons humains au-delà d'un stade où il peut être considéré comme un être vivant. Donc c'est pour ça que ça revêt une grande importance, ces questions. Alors, donc, très rapidement, avec des diapos qui m'ont été fournis par mes collègues de Lyon, Pierre Savatier, qui s'intéresse beaucoup à ces questions et qui m'a... C'est pour ça que je le remercie d'ici. Dès l'Antiquité, c'est Aristote qui s'était intéressé, alors qu'évidemment on ne connaissait pas grand-chose, vous imaginez, sur l'embryologie, mais que voilà, il s'est réintéressé à ces questions. Le fœtus, l'embryon proprement formé, survient après 40 jours pour le garçon, 90 pour la fille. On peut sourire, mais on verra que c'était cette distinction, elle a été reprise au moins par un autre penseur. Bon, on peut dire que... Alors, pardon, excusez-moi. Le souffle qui le meut n'est pas encore une âme. C'est seulement au moment de la naissance, où le pneuma fœtal est frappé par le froid de l'air extérieur, qu'il se transforme en âme proprement dite. Donc, au fond, l'embryon devient humain à la naissance. Dans le judaïsme, le droit talmudique considère 41 jours comme un seuil en deçà duquel un avortement n'est pas un meurtre, car ce qui est expulsé n'est pas reconnu comme un enfant. C'est une citation d'Henri Atlan dans Des embryons et des hommes. Et on peut dire donc que la recherche sur l'embryon est licite si l'objectif est légitime. Alors, oui, ça c'est intéressant aussi, c'est que dans le judaïsme, donc la recherche est licite si l'objectif est légitime. Donc il y a un équilibre à trouver entre le statut moral de l'embryon et le devoir, j'allais dire, de soulager la souffrance ou d'avoir des considérations cliniques. Dans l'islam sunnite, le souffle spirituel est insufflé au fœtus à 3 mois et 1 semaine. J'avoue que pourquoi 3 mois et 1 semaine, je n'ai pas retrouvé, mais c'est comme ça. Donc la réalité de la personne humaine va se situer dans l'embryon dans la première semaine du 4e mois. C'est peut-être parce que c'est 100 jours. Ça a un côté symbolique, 100 jours, 100e jour de la grossesse. Et le statut d'être humain, pourtant, il est constitué un petit peu plus tard quand même, au 120e jour, par la réception de l'esprit. Jusqu'alors, l'embryon est une chose qui n'a pas de nom. On peut donc faire une IVG sans problème avant le 120e jour. 120e jour, c'est quand même 4 mois, c'est quand même pas évident. Après, c'est un meurtre. Alors, les églises catholiques et orthodoxes, dès le Moyen-Âge, considèrent que l'âme rationnelle est unie au corps à la conception. Donc c'était la notion d'animation immédiate. On verra que c'est repris de nos jours. Augustin d'Hippone a considéré que l'âme rationnelle, par contre, là c'est différent, était unie au corps à la première respiration. Et saint Thomas d'Aquin, pour saint Thomas d'Aquin, l'âme rationnelle est unie au corps au 40e jour chez le garçon, au 80e chez la fille. C'est là où je dis on peut un peu sourire. Il y a toujours cette notion que c'est un peu plus tardif quand même chez l'embryon fille. Animation tardive ou différée. Et, pardon, au 19e siècle a été réitérée l'affirmation que l'embryon dont les caractéristiques génétiques font un individu humain dès sa conception doit être considéré comme une personne et respecté et traité comme toute personne humaine. Donc, très clairement, dans l'Église catholique et aussi orthodoxe, le zygote est une personne humaine à part entière, dès la conception, en quelque sorte. Les Églises protestantes ont une position plus nuancée. La vie humaine n'est pas pur processus biologique. Elle ne s'humanise que portée par des projets, des échanges, de l'amour, des paroles. Donc c'était un écrit du professeur Collange qui était membre du CCNE. Et la recherche sur l'embryon est licite quand l'embryon ne peut pas faire l'objet d'un projet parental. On retombe cette notion de projet parental sur lequel on a un peu insisté. Et là aussi, un équilibre qui doit être trouvé entre le statut moral de l'embryon et le devoir de soulager la souffrance. Du point de vue philosophique, d'un point de vue cette fois non plus, on sort un peu des religions, mais d'un point de vue plus philosophique, en gros, on en trouverait certainement plusieurs, mais j'ai relevé 2 positions. Une position essentialiste qui considère que l'embryon est humain parce qu'il est par naissance de nature humaine. Bon. Et c'est la primauté du génome, la primauté au génome. Le génome, au fond, les gènes définissent à eux seuls l'humain.
la fécondation est l'acte créateur, les embryons ne diffèrent pas des autres êtres humains parce qu'ils sont, mais par leur stade de développement. Donc voilà, c'est une des positions. Et puis il y a une position différente, existentialiste. La notion de personne, au contraire, c'est toujours Henri Atlan, dans Des embryons et des hommes, qui considère que la notion de personne ne se réduit pas à son génome. L'homme n'est pas conçu humain. Donc il n'y a pas cette notion de l'être humain existe dès le stade du zygote. Pour devenir un homme, l'embryon doit s'humaniser, soit au contact des autres, soit en acquérant son autonomie. Donc vous voyez toutes ces difficultés à finalement, avec ces différences de position pour considérer l'embryon humain. Est-ce que c'est un être humain? Je reviens toujours sur la définition du CCNE qui n'avait pas tranché, mais qui avait dit c'est un être humain en développement potentiel. Et dans cette position, ce qui est intéressant, et on est revenu là-dessus, c'est que le projet parental trouve toute sa place pour définir l'embryon humain. Alors, sur quels critères se fonde le consensus actuel pour limiter la culture de l'embryon à 14 jours? Bon, on pourrait dire qu'il y a une limite scientifique. À partir de 13-14 jours, l'embryon en culture se désorganise, que l'embryon devient indivisible au-delà de cette date, et que la 3e semaine du développement est marquée par la gastrulation, le début de la genèse du système nerveux, etc. Mais finalement, on se rend compte que ces critères sont de fait, ils peuvent tous être discutés. Ils ne sont pas convaincants à mon sens, dans la mesure où la limite scientifique, on voit qu'elle est en train d'être dépassée, que la notion d'indivisibilité, c'est très discutable, et puis que la 3e semaine, bien sûr, elle est marquée par des événements importants, mais c'est un continuum, on l'a déjà dit. Alors, sur quels critères éthiques s'appuyer pour réguler les embryoïdes? Le principe de proportionnalité impose d'évaluer la balance bénéfice-risque. C'est très classique dans la réflexion éthique. On évalue les bénéfices et on évalue les risques. Et bien sûr, il faut que cette balance soit positive. Le principe de subsidiarité, qu'on a mis aussi en avant, impose de choisir les moyens strictement nécessaires pour atteindre les objectifs poursuivis. En d'autres termes, si on peut utiliser, par exemple, pour comprendre le développement d'un organe, mettons le cœur, peu importe, eh bien, si on peut utiliser des organoïdes qui vont donc expliquer le développement cardiaque, il faut les utiliser plutôt qu'avoir recours à des modèles embryonnaires ou à des embryons. Et puis le principe de précaution préconise, en l'absence de connaissances scientifiques dûment établies, l'adoption de mesures effectives et proportionnées afin de prévenir des dommages graves et irréversibles. Là aussi, c'est un peu du bon sens. Et je reviens sur la question du consentement à la recherche, qui maintenant, je pense, doit être posée aussi bien quand les personnes ont donné des cellules souches embryonnaires ou bien des cellules iPS. Alors, en synthèse, il me reste quelques minutes, l'avis du Conseil d'orientation, que j'ai explicité, concerne bien sûr les modèles embryonnaires, mais on a été amené à formuler un avis sur la durée de culture des embryons humains, même si actuellement la loi la précise, cette durée, 14 jours, pas au-delà. Nous avons dit que nous n'étions pas favorables à une extension de cette durée, même si les projets scientifiques le permettent. Et pourquoi? Parce que, au-delà, justement, les chercheurs disposent des modèles embryonnaires qui pourront être cultivés sur une plus longue période, je vais y revenir. Et donc nous avons proposé d'autoriser les recherches sur des modèles embryonnaires intégrés, notamment les plus complets, jusqu'à un stade de développement équivalent au 28e jour du développement de l'embryon naturel, avec arrêt, pour le moment, de toute expérimentation au-delà de ce stade. Alors, pourquoi autoriser la culture jusqu'à 28 jours et pas au-delà? D'abord, jusqu'à 28 jours, pour l'intérêt scientifique. On l'a vu, je ne vais pas le repréciser, ça permettrait justement de faire des investigations dans ce qui correspondait jusque-là à une boîte noire. On peut dire aussi que l'organogenèse n'en est qu'à ses débuts, le cortex cérébral n'est pas constitué, etc. Et puis, pourquoi pas au-delà? Parce qu'on pourrait dire, eh bien, parce qu'au-delà, ces modèles, pour le moment, dérivent par rapport au développement physiologique et perdent leur pertinence, et que, surtout, parce que ça pourra évoluer, la dérive, mais surtout, il existe des modèles alternatifs
qui rendent l'usage de ces modèles inutiles selon ce principe de subsidiarité dont j'ai parlé tout à l'heure, en particulier la possibilité d'utiliser des modèles incomplets avec la genèse d'organoïdes. Alors, d'un point de vue général, on a considéré qu'il fallait quand même avoir une vigilance proportionnellement accrue pour les protocoles proposant des expérimentations sur des embryoïdes au-delà de 14 jours. Les auteurs devant fournir une justification argumentée, avant aussi, bien entendu, mais encore plus argumentée peut-être pour cette prolongation. On a aussi souligné les risques de dérive liés à des exploitations commerciales de ces modèles embryonnaires et de leurs éléments dérivés. Ça ne veut pas dire qu'il faut interdire toute commercialisation, mais il faut être très vigilant. Ça doit constituer un point de vigilance. On considère que l'implantation in vivo des modèles embryonnaires doit demeurer proscrite, et comme je l'ai dit, on a proposé aux législateurs de considérer la recherche selon on proposera de considérer la recherche selon une troisième voie spécifique entre celles concernant les cellules souches embryonnaires et les cellules iPS qui seraient trop permissives et celles concernant les embryons qui seraient trop contraignantes. Et enfin, ma dernière diapo. Les modèles embryonnaires, dont l'intérêt scientifique est indiscutable, ça je crois que j'ai beaucoup insisté là-dessus et d'autres l'ont fait, suscitent finalement fascination et inquiétude. Fascination parce que, il existe de nouvelles manières de créer un être susceptible de se développer à terme. On ne l'appellera pas embryon, mais on voit bien que l'objectif est de se rapprocher, que le modèle se rapproche de l'original. Et puis, au fond, pour la même raison, on a une fascination, pour la même raison, c'est que on a des inquiétudes. Il peut y avoir des inquiétudes parce que ces nouvelles technosciences bouleversent le dogme de la reproduction sexuée. Comme je l'ai dit, un nouvel être dans la reproduction sexuée est conçu à partir de la fusion des gamètes parentaux. Et bien sûr, on peut se ramener au mythe de Frankenstein, dont Frankenstein a échappé à sa créature. C'est une créature qui a échappé à son concepteur, le Prométhée, etc. Bon, on peut réfléchir à ces mythes. Et enfin, je précise quand même que l'avis détaillé ici a été guidé par la prudence. Il s'agit d'expérimenter sur des entités qui certes ne sont pas des embryons, mais peuvent acquérir dans un avenir proche des propriétés de développement identiques à ceux-ci. Et comme je l'ai dit, on revient un petit peu sur la question précédente, inquiétude, parce qu'on bouleverse ainsi le dogme de la reproduction sexuée. Je vous remercie.